J'ai toujours dit que pour voir le vrai visage de quelqu'un, il faut attendre son triomphe le plus éclatant, car c'est à ce moment-là que le masque tombe, qu'il se croit intouchable. Cet après-midi-là, sur le toit du Méridien, c'était précisément ce moment, imprégné du parfum des lys et des bavardages condescendants de l'élite new-yorkaise. Nous fêtions l'admission de ma fille Madison Sumacom Ladd dans une prestigieuse université de l'Ivy League, un jalon qui aurait dû combler de fierté n'importe quel père. Jeffrey, debout en bout de table, sa flûte de cristal captant le coucher de soleil sur Central Park, avait tout du promoteur immobilier prospère que j'avais bâti pendant 30 ans. Soudain, il s'éclaircit la gorge et annonça à l'Assemblée, à notre fille, à des décennies d'amis, qu'il avait décidé de commencer une nouvelle vie sans moi. Tiffany, une jeune architecte de son cabinet, esquissa un sourire narquois sans même détourner le regard. Le silence était lourd, chargé d'attente, comme s'il s'attendait à ce que je m'effondre, que je halète, que je prenne le devant de la scène. Pourtant, je ne sentais que la fraîcheur de la condensation de mon eau. Il serra le verre contre ma paume et sourit, d'un air calme et clinique, comme le bruit d'un registre qu'on ferme, avant de déposer une épaisse enveloppe couleur crème à côté de son steak intact, avec ces mots. De quoi te faire un petit retour en arrière après la fête. Puis il se dirigea vers l'ascenseur, le claquement de mes talons étant le seul bruit dans le silence suffocant. Jeffrey, croyant avoir fait une annonce, avait en réalité signé son arrêt de mort professionnel sans le savoir. Tandis que je descendais dans la fraîcheur de la nuit new-yorkaise, j'ouvris notre application bancaire commune, révélant qu'en tant qu'auditrice judiciaire, j'avais passé 6 mois à cartographier chaque recoin de ses finances, repérant ses sociétés écrans et ses comptes suspects. En quelques secondes, 7 200 $ furent refusés alors qu'il tentait de régler la note du rooftop. Ma fille Madison, drapée dans sa robe de remise de diplôme, apparut, le regard soudainement perçant, chuchotant qu'il était encore en train de se disputer avec le gérant. Je la rassurai. Quoi qu'il dise, le Penthouse n'était pas sa propriété. Et nous voilà partis en voiture pour rejoindre sa tante. Chez Diana, j'ai vu Jeffrey apparaître, petite et affolée, hurlant dans son téléphone. J'avais discrètement fait basculer son monde en 12 secondes, après 30 ans à le préserver. Dans la chambre d'amis de Diana, sous la lumière bleue de mon ordinateur portable, j'ai ouvert Project Clarity, une reconstitution de nos vies en chiffres, révélant 1 800 000 $ transférés dans une LLC offshore pour Tiffany, une somme amassée grâce à nos sacrifices communs, au fond pour les études de Tiffany, à l'entretien différé, à tout le travail invisible de décennies. J'ai alors compris que pour ceux qui sont le pilier d'une famille, le sacrifice est souvent tenu pour acquis, que la loyauté est la norme pour un profiteur. Je savais que Jeffrey était ruiné à tous les égards, tandis que moi, calme et impassible, je préparais l'audit qui le rendrait responsable. À mon retour à notre maison coloniale de Westover Drive, j'ai trouvé de nouvelles serrures, Tiffany collant des étiquettes de déménagement vers fluo sur le bureau ancien de ma grand-mère, et Jeffrey, décoiffé et essoufflé, tentant d'imposer son autorité. Je l'ai informé que la maison était sous séquestre. La confiance de Madison, pas un actif commercial, tandis que la couleur se vidait de son visage et que je retirais l'autocollant avec une précision détachée, déclarant qu'il avait 30 minutes pour faire ses valises avant l'arrivée de la police. Tiffany était nerveuse, Jeffrey abasourdi, et moi, la prédatrice médico-légale, j'observais l'effondrement de leur mascarade, sachant que le silence avait été mon arme, que j'avais attendu que les preuves soient irréfutables. Alors que je déclenchais le gel d'urgence de tous les comptes liés à son entreprise, je voyais les répercussions professionnelles se propager. Les ordonnances d'éloignement signifiées, les courriels désactivés, les voitures saisies, tandis que les messages de Jeffrey et Tiffany restaient sans réponse. L'audit, méticuleux et implacable, les lignes rouges qui s'affichaient sur mon écran témoignaient de 30 ans de travail invisible et de leur détournement. Puis, un petit détail, une boucle dans le V d'un prêt falsifié de 400 000 $, confirmant un crime fédéral, que Jeffrey avait tenté de me laisser endetter tout en préparant sa fuite. Et juste au moment où la réalisation me frappait, Tiffany, opportuniste, m'envoya le véritable registre révélant. Les pertes, l'homme vide mis à nu, non pas riche mais une façade, et je ne ressentis pas de satisfaction mais une froide détermination, sachant que mon rôle était de révéler la vérité, de montrer au monde le château de cartes qu'il avait bâti. Et lorsqu'il apparut enfin au bureau, seul, désespéré, je passai l'enregistrement caché de sa voix suffisante, le mis en pause et lui dis qu'il avait perdu l'illusion du pouvoir, que c'était moi, et non sa richesse ou son 4x4, qui était l'architecte de ce qui comptait. Alors qu'il s'affaissait dans un fauteuil, je glissai sur le bureau une confession et un accord de remboursement, lui dictant une vie de travail honnête et de responsabilité. Il signa, tremblant, tandis que je lui ordonnais de partir dans les 10 minutes, le stylo symbolisant sa reddition. 6 mois plus tard,
La maison portait le nom de Madison. Désormais jeune associé spécialisé dans la criminalité en col blanc, Jeffrey travaillant honnêtement pour la première fois. Et moi, dans mon bureau au 40e étage, j'effaçais les preuves numériques de nos années ensemble, les traces effacées. Une page blanche, ma valeur intacte, dormant enfin paisiblement. La nuit, en paix, sachant que ceux qu'ils ont sous-estimés doivent se souvenir que leur travail et leur loyauté ont une valeur réelle, indépendamment des illusions que les autres construisent.